Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour cette rencontre avec les deux scénaristes de la bande dessinée documentaire Intelligence artificielle Miroir de nos vies, qui a été publiée en 2019 chez Delcourt à la collection Octopus. Donc Arnold Zéphyr est ingénieur et développeur d'intelligence artificielle. Fibre Tigre, lui, est un touche-à-tout, auteur, créateur de jeux vidéo, d'escape games, de podcasts. Il est aussi maître de jeux de rôle et streamer. Arnold et Fibre Tigre se sont inspirés d'une expérience réelle ensemble pour créer cette BD. Donc, ils avaient créé une intelligence artificielle qui s'appelait Yuri pour être chroniqueuse dans un podcast de vulgarisation scientifique qu'ils avaient ensemble. Et suite à cette expérience, ils ont raconté un peu cette histoire et puis ils ont tiré des fils sur la question de l'intelligence artificielle. On va revenir sur cette BD, sur des grandes parties. Donc, on va aborder un petit peu la technique, la question des droits d'auteur, les problématiques morales, éthiques, un aspect social un petit peu, et puis les biais et les limites des IA, en essayant de remettre un petit peu d'actualité cette BD, parce qu'elle est sortie il y a plusieurs années. Après chaque partie, du coup, on va avoir un petit moment d'échange et de questions. N'hésitez pas à poser les questions que vous voudrez. Et puis là, pour commencer, on va commencer avec un petit quiz sur l'intelligence artificielle. Et donc, la première question. Laquelle de ces trois propositions ne fait pas partie des lois de la robotique écrites par Isaac Asimov ? 1. Les robots ne peuvent pas porter atteinte à un être humain. 2. Les robots ne peuvent pas mentir à un humain. Ou 3. Les robots ne peuvent pas se mettre eux-mêmes en danger. Qui n'a pas lu Isaac Asimov déjà ici ? Bon, c'est pas si mal. Bon, ce qu'on disait, il est un peu vieux. Il a beaucoup écrit sur la robotique et les IA. Oui. Il y a les trois grands. Alors, je suis désolé, on digresse un peu tout de suite, mais il y a les trois grands écrivains de science-fiction du XXe siècle, c'est Asimov, Clarke et Heinlein. Et si vraiment le thème d'aujourd'hui vous intéresse et que vous voulez lire un classique du XXe siècle qui est intéressant politiquement, il y a un livre de Heinlein qui s'appelle Révolte sur la Lune, dans lequel il y a un ordinateur qui s'appelle Sherlock. Et sans le savoir, Heinlein a décrit parfaitement un système informatique qui est proche de celui des IA actuels. Et sauf erreur de ma part, je pense que IBM, il a appelé son ordinateur Holmes en hommage à Sherlock de Heinlein parce que c'était particulièrement intelligent. Et voilà. Et également pour information, les vrais savent qu'il y a 4 lois de la robotique, mais bon, voilà. Mais donc Asimov, a proposé quelques années avant l'IA, mais ça existait déjà. Il a proposé des lois. Il y en a une de celles-là qui n'en fait pas partie. Alors laquelle, d'après vous ? Oui. Les robots il y a peuvent une pas hésitation. Ouais. Qui c'est qui pense que c'est la deuxième alors ? Ouais, et puis. Ouais. Tout à fait. Mais alors, effectivement, ouais. C'est la deuxième, et c'est marrant parce que ChatGPT nous ment en permanence. Alors ouais, on peut en parler. Alors déjà, on va rappeler donc effectivement Asimov, qui est un auteur de SF américain du coup, puisqu'il avait été naturalisé, mais il était russe. Qui a écrit 1 milliard de mots. Il a écrit sur les robots et il a proposé 3 lois, puis une 4e, qui était qu'un robot ou une IA ne peut pas nuire à un humain. La deuxième, c'était qu'il peut pas laisser par son inactivité un humain se blesser. Oui. Et la troisième, qu'un robot ne peut pas nuire à lui-même. Oui, qu'il ne doit pas s'endommager ou nuire à lui-même, sauf si c'est pour protéger un humain. Et je pense qu'on y reviendra, mais il y a une chose intéressante avec ChatGPT, si vous connaissez. Disons que c'est l'IA la plus connue actuellement, ChatGPT, si jamais il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas. Et ils essaient d'implémenter des règles pour protéger les humains, l'IA. On va y revenir après, mais voilà. C'est intéressant de voir comment 50 ans après, la science-fiction, c'est... Aujourd'hui, la structure des IA conversationnelles, c'est-à-dire les IA avec lesquelles vous pouvez parler, sont telles qu'une IA ne peut pas dire non, je ne sais pas. Elle ne peut pas dire je ne sais pas. Donc elle préférera mentir que dire j'ai pas de réponse. C'est pour ça que souvent elle ment. Elle ment beaucoup en l'occurrence. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez répéter le nom du livre de Heinlein ? Heinlein, Révolte sur la Lune. Merci. Et il est bien d'ailleurs. Voilà. Il est intéressant. Alors, qu'est-ce que le test de Turing ? Je le dis comme ça, c'est enregistré sur la caméra. Qu'est-ce que le test de Turing ? Est-ce une IA permettant de décrypter les codes secrets ? Ce qui n'est pas bête, étant donné le cursus de Turing. Parce que Turing est un mathématicien du début du siècle qui a aidé les Américains à décrypter les codes de guerre nazie. Un jeu de société ayant gagné un As d'or en 2023 ou une procédure pour tester les performances des IA ? C'est la troisième.
C'est la troisième. Il y a un monsieur là-bas qui a dit la troisième. Il y a un Mais petit... ça- Oh, vas-y. Non. C'est la deuxième? Non, c'est pas. Ah, c'est aussi la deuxième? Ah bon? Ok. Non, vous pensez. Ouais, à quel Je jeu ne vous suis pas au pensiez, courant de l'actualité. C'est Turing Machine, le jeu de société. Ouais. Petit piège. Alors, il y a un. Je ne sais pas si tu sais, derrière le test de Turing, il y a petite histoire un peu sexiste. C'est qu'à la base, c'était un jeu qui s'appelait la Chinese Room, c'est ça? Donc, en gros, il y avait une personne qui était cachée dans un endroit. Et on pouvait lui poser des questions uniquement par écrit. Cette personne pouvait répondre par écrit. Et il fallait déterminer si cette personne c'était une femme ou un homme. Voilà. Et quand on a eu des intelligences conversationnelles, je pense à Alice notamment, je ne sais pas si tu te souviens avant, autrefois, voilà, qui marchait sur d'autres systèmes, on rêvait d'une IA qui soit indiscernable d'un humain, c'est-à-dire qu'on lui met un bout de papier et elle nous répond, on ne sait pas si c'est un humain qui nous répond ou pas. C'est le fameux test de Turing, qui a été vraiment un mur infranchissable. Ça marchait que dans certains cas très, très spécialisés. Et tout d'un coup, avec les IA neuronales, on va dire 2011 à 2015, hop, ça a été complètement pulvérisé. Et maintenant, on a du mal à faire la différence entre le test de Turing et... Il y a un truc intéressant sur le test de Turing. Donc Turing, c'est un mathématicien, informaticien, mais ça n'existait pas vraiment encore, du début du siècle dernier. Et quand il a proposé un test de Turing, les ordinateurs n'étaient même pas assez puissants pour envisager l'IA. Mais déjà à l'époque, les ordinateurs, c'était vraiment des grosses ampoules à diodes, enfin, très loin de ce qu'on a maintenant. Et à l'époque, ils se sont dit, tiens, maintenant on peut mécaniser la pensée. Donc ça pose plein de problèmes philosophiques qu'on a encore d'ailleurs, encore plus avec ChatGPT. Mais du coup, Turing et d'autres étaient persuadés que maintenant la pensée pouvait être réduite à un calcul déterministe et que du coup c'était qu'une question de moyens et de temps pour que une simple opération électronique, qu'une opération déterministe imite un humain, quoi. Donc après il y a eu d'autres questions et du coup il disait le jour où vous ferez plus la différence entre les réponses d'un ordinateur et les réponses d'un humain, on considérera que cette machine est aussi intelligente. Ce qui, encore une fois, a évolué. Maintenant, c'est plus ce qu'on pense. Mais... Je fais une petite digression parce qu'on en parlera par la suite. On fait plein de petites digressions. Ouais, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a souvent cette espèce de questionnement métaphysique, c'est est-ce qu'on peut créer une machine qui pense? Alors qu'en fait, le véritable questionnement métaphysique qu'il y a quand on a commencé à faire les IA, et c'est quelque chose que tu m'as transmis, c'est que on se demande si nous-mêmes on est une machine. Parce que quand on a des machines qui fonctionnent parfaitement comme des humains et qu'on comprend comment elles fonctionnent, on se dit, peut-être nous, on a l'impression d'être conscient et d'avoir une liberté, de prendre des choix, mais peut-être on est juste une machine. Voilà. On peut passer... Et c'était bien. Oui, du coup, c'est une performance, un test pour tester les IA. Ouais. Je te laisse lire la prochaine. Alors ça, donc ChatGPT, on va préciser au cas où tout le monde ne connaisse pas. Donc ChatGPT, c'est un produit commercial, c'est important. Qui coûte $20 par mois maintenant, il faut le dire. Auquel vous pouvez vous abonner. C'est le nom, je pense que c'est l'intelligence artificielle la plus connue du grand public. Donc parce qu'il faut dire ce qui est maintenant, les intelligences artificielles, ça existe. Elles ont battu le test de Turing et elles sont assez puissantes. C'est-à-dire que si vous parlez avec elles, ça devient très dur de savoir si c'est ça devient très dur de se dire que c'est pas un humain. En vrai, c'est très simple. Elle est trop polie. Elle est vraiment très très polie. C'est-à-dire que quand vous dites types de langage. Voilà, est-ce que je devrais me marier avec cette personne? Écoutez, le mariage c'est un super projet. Vraiment, elle est extraordinaire. Je suis sûr que la personne que vous aimez elle a plein de qualités. Tu vois, et c'est bon, tu la connais pas. Tu vois. Mais il y a plusieurs IA en fait. Donc les IA. Vous pouvez aller sur le net. Il y a plein d'endroits où vous pouvez parler avec une IA. Il y en a qui sont payantes, il y en a d'autres. Il faut savoir qu'il y a plusieurs IA. Leur différence, c'est justement leur personnalité. Leurs créateurs leur ont donné plus ou moins de liberté. Leur bienveillance. Ouais. Voilà. C'est toute la même technologie derrière. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est une technologie qui s'appelle Transformers. Si un jour vous voyez le terme, c'est le papier. Il est sorti en 2016. Il est sorti pendant qu'on écrivait la BD. Et d'ailleurs, il y est vaguement fait référence, je vous encourage à lire la BD, mais à un moment, on y fait vaguement référence, parce qu'au moment où j'écris la BD, le papier vient de sortir, et il y a plein de gens qui disent « Ouh, là, il y a un breakthrough ». Vous savez, des fois, les scientifiques, ils sentent quand il y a un truc qui est important, et quand ce papier sort, qui s'appelle « Attention is all you need », donc c'est 5 scientifiques allemands, je crois, enfin 4 hommes et une femme, tout le monde sent qu'il y a un truc qui vient de se passer dans le monde de l'IA, quoi. Jusqu'à présent, on faisait des avancées... très, très progressive, ça allait dans le bon sens, ça montait. Et là, les gens ils se disent, tiens, il y a un truc qui s'est passé. Et effectivement, donc maintenant, on est 6 ans plus tard, 8 ans plus tard déjà, punaise.
Et depuis, toutes les IA utilisent cette technologie. Enfin, c'est une technologie algorithmique, c'est une manière de manipuler les nombres et les vecteurs pour l'IA. Et toutes les IA performantes utilisent ces technologies et ça a été. Est-ce que la technologie évolue comme ça ou comme ça? On ne sait pas trop. Non. C'est-à-dire qu'il est là, ça a évolué par palier. Et en fait, ça évolue de plus en plus, c'est de plus en plus performant, mais est-ce que ça va brutalement s'arrêter et on ne pourra pas aller plus loin? C'est une inconnue. Et c'est fort possible d'ailleurs. Voilà. Non, là, Et du coup, ChatGPT est un produit commercial. Il y a eu des démos et ils ont ouvert l'accès au public. Donc, vous allez sur chatgpt.com, dans openai.com, je crois. Et voilà. Et donc, la question, c'est une fois qu'il a été ouvert, en combien de temps a-t-il atteint les 100 millions en gros. Ce qui est beaucoup, 100 millions d'utilisateurs. 2 mois, vous dites? Ouais, 2 mois. Ouais, il paraît que c'est 2 mois. On ne savait pas, nous. Ah non, mais ça a été tellement rapide. Mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans beaucoup de corps de métiers différents, y compris le juridique, le code informatique, bien entendu. Moi, personnellement, pour de l'écriture de l'imaginaire, on utilise de l'IA et ça fonctionne malheureusement très très bien. Voilà. Oui, malheureusement. Oui, parce que c'est une question de remplacement d'emploi, mais bon. Mais vous pouvez l'essayer gratuitement d'ailleurs pour ceux que ça intéresserait. Et du coup, les autres réponses 9 et 30 mois, c'était pour donner une idée un petit peu du lancement de ChatGPT. 9 mois, c'était TikTok et 30 mois, c'était Instagram. Donc c'est vraiment un très très gros lancement. Qui se souvient de Tay? C'était Okay. C'était une IA qui était sur Twitter, donc qui était déjà. C'était une IA à l'époque où donc en fait il faut comprendre quelque chose. Ah oui, c'est important. Pour citer Arnold, les IA conversationnelles, elles ne peuvent exister que parce qu'elles ont énormément de contenu. On leur donne du contenu. Et ce contenu, il vient d'où? Il vient de l'Internet, parce que toute la journée, les gens ils font des posts sur Facebook, ils font des posts sur Twitter, et les sociétés informatiques les récupèrent et nourrissent des IA avec. Voilà. Et donc Microsoft, incroyable, se dit, je vais mettre une IA sur Twitter qui va parler et qui va se nourrir de ce qu'on va lui donner. Sans se dire que... C'est le moment de préciser qu'il y a... Pour les IA, il y a vraiment 2 phases, la phase d'apprentissage et la phase de restitution. Exactement. Je te laisse expliquer. Je bois. Non, mais voilà, les IA, effectivement, apprennent de ce qu'on leur donne et elles restituent ce qu'on leur a appris. Vraiment, c'est très basique. On peut complexifier, et donc, effectivement, très rapidement, des gens, leur ont posé et donné des questions et des affirmations biaisées, racistes, négationnistes. En gros, c'est les 3, la réponse. Hein. Mais et voilà, pour s'amuser. Et effectivement, ça a été une catastrophe. Ça a été un question. C'est moi. Pardon. Un point qui est assez important, c'est que avec les IA, vous pouvez choisir. Donc, comme je disais, il y a vraiment 2 phases pour avoir une intelligence artificielle. Il y a la phase d'éducation ou d'apprentissage. Vous partez d'une IA quasi vierge, vous récupérez une IA précédente, vous lui donnez des exemples, vous l'éduquez en somme, et ses connexions neuronales évoluent. On va y revenir. Et ensuite, il y a la phase de restitution où les connexions neuronales n'évoluent plus, parce que vous pouvez décider de les friser et de dire cette IA ne bougera plus, elle n'enregistre plus son expérience, elle ne fait que restituer ce qu'elle connaît déjà, ce qui n'arriverait pas avec un cerveau humain. La plupart des IA qui sont sur le marché, qui sont en accès, elles sont frisées. C'est-à-dire que quand vous lui parlez, si vous insistez pour lui dire que la capitale des USA, c'est Paris, ça ne rentrera pas dans son cerveau parce que les IA qui sont mises à disposition du grand public sont frisées. Et la merveilleuse idée de Microsoft, c'est qu'ils n'ont pas frisé. Donc ils ont dit, tiens, on va laisser une IA que les gens vont pouvoir librement entraîner. Et ça n'a pas tardé. Internet s'est rué dessus, lui a pris... À noter qu'on peut dire... Et si la capitale des États-Unis était Mexico, imagine ça. Tu vois, elle dit OK, on imagine ça, mais ce sera juste dans une bulle entre elle et vous, mais très peu de temps et après, la bulle va disparaître. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça. C'est une notion technique qui s'appelle le contexte. C'est pareil si vous voyez le terme. C'est les longueurs de contexte qui ne sont pas la même chose que les corpus. Voilà. Est-ce qu'on a encore une question ou pas? Je crois qu'il y avait 4 questions. Non, c'est bon. OK. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non, on n'a rien dit. Non, mais pour orienter. Vas-y, alors on commence. C'est pas moi qui fais la présentation. Si. C'est pas toi? Dans le début? Une introduction, tu veux? Non, c'était pour voir. On a préparé. Mais il y a vraiment beaucoup d'aspects. Donc, comme on le disait, on va arriver direct sur la première juste attends, slide. Arnold. On va se présenter. Arnold, tu peux dire ton métier, vas-y.
Voilà. Et ce qui est bon à savoir, donc moi je m'appelle Arnold Zéphir, je suis ingénieur, je suis réellement concepteur et programmateur d'IA. Les termes sont un peu flous. Donc au quotidien et depuis une dizaine d'années, mon travail c'est d'entraîner des IA. C'est sur des sujets très variés. Il n'y a pas que le fait de parler avec des humains. Ça peut être sur reconnaître des images, c'est bien connu aussi. Ça peut être plier des molécules pour la médecine. Les IA, c'est une technologie. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, moi, mon travail, c'est d'en fabriquer, de les entraîner, etc. Moi, j'ai rencontré Fibre. Ouais, je suis grosso modo scénariste. Je raconte des histoires et j'ai un peu structuré. En fait, quand j'ai rencontré Arnold, j'ai dit waouh, c'est vraiment intéressant. Et surtout, il m'a raconté des anecdotes. Une anecdote, par exemple, il m'a dit la Poste nous a demandé de faire. Il ne faudrait pas dire les noms des entreprises. Ouais, on peut le dire maintenant, c'est terminé, non? Ouais, mais ils ont une entreprise française de courrier nous a dit est-ce que vous pourriez faire une IA? Et il y avait 10 000 emplois de personnes qui faisaient ce travail dans la main. C'est-à-dire, s'il y a un ordinateur le fait demain, ces 10 000 personnes, il faut s'en séparer, on va dire. Et donc, des anecdotes de ce type-là. Et je me suis dit, les IA, non seulement c'est cool, mais ça va changer la société, alors positivement ou négativement, à nous de voir. Mais c'est pas un livre négatif, c'est plutôt un livre très positif. Mais effectivement, les métiers de la traduction aujourd'hui sont complètement transformés. Et là, j'ai dit, il faut qu'on raconte une histoire. On a monté un projet et que c'est très long de monter un projet de BD parce qu'il faut convaincre des éditeurs que ça. En fait, c'est pertinent de parler de l'IA quand ça n'existe pas encore. Et ça a mis quand même 1 an et demi à ce que la BD sorte. Et la BD, en fait, elle était plutôt bien parce qu'elle prévoyait des trucs qui sont arrivés. Mais le temps que la BD sorte, c'était déjà là, quoi. Donc, ça semblait descriptif, mais voilà. Je ne vends pas notre cam, de toute façon, c'est une bibliothèque, donc on n'aura pas plus de sous. Mais c'est marrant, maintenant, 6 ans après, de lire la BD et de voir ce qui s'est réellement produit. Parce que quand on l'a écrite, tout ce qui est dedans, on dit on a écrit tout quand on a écrit. Il y a des trucs qui ne sont pas encore arrivés, je pense. Non, mais par contre, il y a des choses qui n'étaient pas arrivées quand on écrivait la BD. Entre autres, on y revient après. Mais il y a beaucoup de choses sur les relations amoureuses avec les IA, sur le copyright. Est-ce qu'on peut écrire un roman avec une IA et le vendre? Est-ce qu'on peut prévoir des crimes et faire une instruction légale sur une probabilité de crime? J'ai travaillé sur un sujet comme ça. Également, on peut le dire, c'est pas un secret, mais par exemple la première campagne d'Emmanuel Macron, le programme de la présidentielle de Macron a été défini par une IA. Donc, en tout cas, les axes de la campagne, parce que, pour diverses raisons. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient fait l'analyse exactement et ils n'ont pas repris littéralement ce qui était ressorti, mais ils l'ont utilisé. Ouais. Et vraiment, en 30 secondes, en gros, les IA, demain, si vous faites un prêt à la banque, si votre médecin vous dit vous avez le cancer, si, je sais pas, dans tous ces cadres-là, vraiment dans très peu de temps, en fait, ce sera un algorithme qui l'aura dit. Ce sera une IA. Voilà. C'est une IA qui va le dire et ça marchera très bien. Et si vous voulez, le médecin ou l'agent de la banque ou je sais pas, votre agent d'assurance qui vous accédera ou pas à un contrat ou qui vous modulera un contrat, c'est une personne qui ne sera pas instruite. Son patron lui aura juste dit si c'est vert, tu dis oui, si c'est rouge, tu dis non. Mais en fait, l'IA, c'est pas très compliqué. C'est vraiment intellectuellement à la portée de tout le monde. À tel point qu'en fait, dans notre BD, on a même dit si vous voulez créer votre propre IA, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en gros, c'est possible. Et donc là, aujourd'hui, on va vous présenter ce que c'est dans le dur, et pour que demain, au moins, qu'on vous refuse un crédit, mais que vous sachiez pourquoi. Voilà. Mais il y a quelqu'un à détester, quoi. Il y a quelques fantasmes, quelques risques. Ouais. Alors, il y a la première partie qui est sur la technique. Peut-être ça vous intéresse pas, donc je vais. Ou peut-être que ça vous intéresse beaucoup, et dans ce cas, vous pouvez poser des questions. On peut poser des questions entre chaque slide ? Oui, exactement. N'hésitez pas à lever la main si vous avez besoin du micro, que vous voulez intervenir après une partie. Je suis là pour ça. Voilà, ou sinon on peut parler des heures sans... juste pour la partie technique quand même, parce que c'est intéressant. Donc ça s'appelle une intelligence artificielle, et il se trouve que vraiment c'est modélisé d'après le fonctionnement du cerveau humain, du cerveau humain... Du cerveau humain, tu peux le dire. Des animaux, même en général, puisque même une blatte. Tu peux dire du cerveau humain, c'est la modélisation, on reproduit le cerveau humain en abstrait. Mais l'élément de base, quand même, donc les IA, ça reste des programmes informatiques. Donc derrière, c'est vraiment des lignes de code qu'on écrit, sauf que en se basant sur le principe du neurone biologique, et c'est quoi le principe qu'on récupère, c'est de dire, ok,
on va relier des neurones entre eux, et au lieu d'écrire nos fonctions ou ce qu'on veut faire avant, on va faire un système informatique qui renforce les connexions entre neurones quand on lui approuve un résultat. Alors, c'est un peu compliqué. Ouais, parce que j'ai du mal à... En gros, je vais donner un exemple concret. On va lui donner tous les mots du dictionnaire. On va lui dire, fais-moi une phrase de 6 mots. Et il va faire une phrase qui commence par le mot saucisse, par exemple. Saucisse. Et on va lui dire, bon, écoute, il y a 0 phrase en français qui commence par saucisse. Ça commence par la saucisse, tu vois, par exemple. Et donc, on va lui donner une note. On va lui dire, c'est nul, 0. Il va dire, OK. Et là, il va commencer à essayer d'autres mots au hasard. Il va dire, au lieu de dire saucisse, il va dire là. Il va dire bien. la saucisse. Mais le deuxième mot, ça va être là. Et là, on va dire, le deuxième mot, non, c'est pas bien non plus, tu vois. Mais on va le faire des milliards de fois par seconde. Ce qui fait que ce qui a l'air très, très poussif, comme si on apprenait un enfant mot par mot à apprendre. En fait, ça va plutôt vite. C'est combien de milliards d'opérations par seconde ? Maintenant, ils sont entraînés sur GPU. C'est de l'ordre de 1000 milliards par seconde. Ouais, 1000 milliards d'opérations par seconde. Parce que c'est pas Où à chaque fois on l'évalue, on dit c'est bien, c'est pas bien, c'est de mieux en mieux, waouh, c'est parfait, c'est indiscernable d'un roman, on est au top, on le continue comme ça, donc comme un animal, on le renforce, quoi. Et à un moment, elle fait des phrases. Voilà. La partie renforcement, c'est la grosse avancée technologique qui date des années 50, cela dit. Mais c'est de dire, OK, on laisse le programme libre, et à l'instar d'un humain ou d'un animal qui apprendrait, quand il reçoit une récompense, on lui dit, ah oui, c'est ce qu'il fallait dire ici, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a un poids, alors ça prend la forme d'un poids dans une matrice mathématique et tout, mais il y a une connexion qui se renforce, exactement comme un neurone biologique. Ouais. Et tout à l'heure, je parlais de friser le cerveau, c'est au bout d'un moment, on peut dire, tiens, donc le renforcement, il se fait en fonction des expériences positives, dire, OK, quand tu vois une rose, ça renforce ta connexion avec l'odeur agréable. Ouais. Et voilà, et au bout d'un moment, on part d'un cerveau vierge avec des connexions un peu aléatoires, qui n'ont rien qui sont complètement aléatoires, pardon. Et on finit avec un cerveau informatique qui a des connexions renforcées entre une entrée et une sortie, qui fait que si tu lui parles et tu lui dis tiens, comment vas-tu aujourd'hui, elle va construire une phrase grammaticalement juste. Je vais vous donner un autre exemple maintenant. On va lui soumettre l'ensemble des bases de données des radiographies du poumon de toute la France. Et on sait à chaque radiographie s'il y a un cancer ou pas. Et donc, on lui dit, d'après toi, il y a un cancer ou pas. Elle fait des guesses. Elle dit oui, non, elle se trompe. Et puis, on lui affirme. On lui dit non, oui, là, t'as bon, là, t'as pas bon. Et en fait, elle va commencer, juste en regardant, elle va trouver un truc. Elle va trouver quelque chose que nous-mêmes, nous ne voyons pas à l'œil nu. C'est-à-dire qu'elle va dire oulala, quand il y a ça, quand il y a des points noirs là, je pense qu'il y a un cancer. Et ça a deux choses. C'est-à-dire, déjà, c'est un autre exemple pour vous montrer qu'on peut l'entraîner sur autre chose. Mais aussi, l'autre chose, c'est qu'elle va se mettre à détecter parfaitement les cancers. Donc ça, c'est bien. Enfin, parfaitement, c'est pas toujours... Disons à 98% du temps. Mais on ne saura pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre problème, c'est que l'IA, c'est une machine qui marche, mais elle ne nous expliquera jamais pourquoi, c'est quoi son truc. Parce que c'est juste de l'entraînement et de l'analyse, mais ce qu'on appelle la boîte noire. Alors après, mais on ne peut, quand une IA marche très très bien, malheureusement qu'elle détecte parfaitement des terroristes, ou des cancers ou des gens qui vont pas payer des chèques, eh bien, elle peut pas nous dire son truc. C'est vraiment une sorte de couche d'intuition qu'on pourrait dire, mais qui ne. Cela dit, tiens, en parlant d'assurance, je vais être très pragmatique, mais l'Europe a imposé aux banques qui utilisent des algorithmes que les algorithmes soient explicables justement. Ce qui a été un problème pour nous ingénieurs, mais c'est une bonne chose pour nous citoyens, je pense. Les banques en matière d'assurance et de crédit, elles ont dit si vous utilisez un algorithme, les cibles de l'algorithme doivent pouvoir demander des explications et vous devez être capable de les reverser. Et nous, on a abandonné du coup les technologies trop compliquées comme de l'IA parce que c'était inexplicable et que si l'IA dit non, toi je te refuse le crédit pour ton hélicoptère en or, tu dis ah ouais, pourquoi et en fait, voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire, c'est que quand il y a une technologie qui est backée par l'IA, malheureusement, le professionnel va vous dire j'ai raison à 90%, et c'est vrai. Mais par contre, il ne saura pas vous dire pourquoi. Et ça fait partie... Il y a beaucoup de problèmes éthiques et déontologiques sur l'IA, et ça fait partie d'un des problèmes fondamentaux. Voilà. Donc là, si vous voulez, on vous laisse poser des questions sur la partie technique ou échanger. Même si on ne voit pas très bien. Alors, vu qu'on entraîne une IA à partir de données qu'on connaît, quid alors des données qu'on n'a pas... qu'on ne connaît pas, et qu'est-ce qui... On peut parler des biais d'IA. Prospective. Là, je peux passer 1 heure là-dessus. Alors, il faut retenir, c'est un vrai problème. L'IA manque de créativité. Et effectivement,
Alors, donc c'est un avis un petit peu perso, mais je sais comment ça fonctionne. Les IA, les algorithmes de machine learning, blablabla, ne connaissent que ce qu'on leur a montré. Donc ils n'envisagent pas de nouveaux cas. Ils sont pas créatifs du coup. On pourrait discuter de comment définir la créativité, mais oui, non. Voilà. Alors peut-être que pour un humain c'est vrai aussi, et que vous ou moi, on ne connaît que ce que notre culture nous a apporté. Je suis incapable d'apprécier la musique indienne parce que c'est des tablas en 5/4, je sais pas quoi. C'est peut-être vrai aussi pour des humains, mais oui, c'est un problème. Les intelligences artificielles, c'est ce que je dis, c'est Hollywood qui fait des films, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours la même recette, c'est super bien fait. C'est-à-dire que le dernier Marvel, j'ai adoré, c'est un gros blockbuster, les super-héros, ils sont super. Mais ça n'a aucun. Il y a peu d'innovation et de créativité dans l'IA. Il y a aussi un problème de biais et de questions qu'on pose. Par exemple, je ne vais pas vous faire le coup des gens de couleur en prison, mais plutôt les femmes infirmières. Imaginons, on demande à une IA, voilà, je suis une femme, quel est le métier de rêve pour moi? Elle va dire, vraiment, vous pourriez être sage-femme, infirmière, institutrice, parce que l'IA, elle sait que la plupart des femmes sont infirmières, institutrices. Si demain on est dirigé par une IA où il y a des décisions qui sont prises par des IA, elle aura tendance à prendre la société et à renforcer la société dans tout ce qu'elle est déjà. C'est-à-dire que, un peu comme un flic raciste, elle va naturellement contrôler tous les Noirs et tous les Arabes, parce qu'elle va dire les Noirs et les Arabes, il faut quand même beaucoup plus contrôler que les autres. Donc, en fait, une IA policier, elle aura tendance à prendre les mêmes comportements que nous avons actuellement et à les multiplier. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que ça marche, comment ça marche. C'est-à-dire que, effectivement, si vous appartenez à une typologie de gens à qui on refuse des crédits ou à des assurances, et même si votre dossier est béton, juste parce que vous êtes la mauvaise personne, l'IA, elle va vous dire non, parce que les personnes comme vous, on ne leur donne pas de crédit. Je ne vais pas vous donner de crédit, même si votre dossier il est parfait. Ce qui est incroyable, mais hyper logique, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on disait d'où viennent les données. Nous, quand on a entraîné Yuri, une IA dont on parle dans la BD, on l'a entraîné sur la littérature libre de droit d'avant 1950. Et dans la littérature de libre droit de 1950, c'est les femmes sont institutrices, entre autres, par exemple. Voilà. Non, mais oui, ça ressortait de manière. Le sexisme, en même temps, on ne s'est pas attardé sur le racisme, parce qu'il n'y a même pas de noirs dans la littérature de 1950. Mais effectivement, le sexisme avec la vieille littérature ressortait, mais de manière incroyable, surtout sur les métiers, quoi. C'était. Oui, en fait, on lui avait posé la question. Les chirurgiens, c'est des hommes, et les femmes, c'est des infirmières, les professeurs. À quoi sert un diplôme? Et elle a dit un diplôme, ça sert à un homme à être chercheur, et à une femme à être institutrice. Ok, d'accord, ok. En même temps, je viens de retrouver les livres de cours de ma grand-mère. J'ai vidé la maison et je savais. Enfin, ouais. Et c'est intéressant parce que de cette époque. Parce que conscient de ça, les créateurs d'IA surcompensent. Et parfois, il y a eu un problème avec Google il y a 15 jours, c'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de représentation de personnes noires au pouvoir que quand on leur a dit décide-nous les pères fondateurs de l'Amérique, ils avaient fait George Washington noir, ce qui a posé des problèmes. Voilà. Mais voilà. Donc on peut parler de ça. Non, il y avait une autre question. Allez-y. Pas de question. C'est bon. Allez. Alors. Ça permet de faire une bonne transition, mais oui. C'est. Donc là, on a parlé une IA, on lui montre des exemples et tout. Et, mais comment ça marche concrètement, les IA qui existent maintenant, pardon, elles sont entraînées sur ce qu'elles ont trouvé sur Internet. Ouais. Ah oui, voilà, la question du droit d'auteur. Et du coup, ça rejoint la question que Madame posait sur. Donc, on a un fonctionnement d'IA qui est la neurone, c'est-à-dire on lui montre des exemples, on lui dit c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut faire. Parce que déjà, d'ailleurs, une question intéressante en soi, est-ce que ce qu'on trouve sur Internet, c'est la vérité scientifique? A priori, non, parce que le processus scientifique, il ne faut pas évacuer, c'est bon? Non. Vous pouvez relire Karl Popper, d'ailleurs, qui est en ce moment très d'actualité avec ces sujets. Donc les IA, vraiment les IA qu'on a actuellement, elles sont entraînées, et c'est pour ça qu'elles ont fait un bond pareil, c'est qu'elles sont entraînées sur le contenu d'Internet. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité, parce que c'est pour l'informatique, de lire 1 million de pages par minute. Elles sont capables de lire tout Internet. Mais du coup, ça pose deux problèmes. Un, elles ne connaissent que ce que Internet dit d'une chose, et elles considèrent que la parole majoritaire est la vérité, ou en tout cas, c'est ce qu'elle va vous restituer. Donc on n'en est pas encore à ce que les gens qui pensent que la Terre est plate soient majoritaires, mais... Non, j'ai un exemple plus mignon. Au début des IA,
IBM avait pour Holmes, pour Watson, ils avaient récupéré tout l'internet. Et posez-nous n'importe quelle question, on a raison. Et ils avaient posé une question très marrante, c'est quoi la taille moyenne des talons hauts? Et ce à quoi Watson avait répondu 12 cm, ce qui est quand même très élevé pour des talons hauts. Et alors on s'est dit, mais pourquoi il a tort? Tout simplement parce que quand on parle de talons hauts sur des blogs, ils sont généralement élevés. Ils sont jamais de 2 cm. Donc effectivement, c'est cette notion qui est de dire que quand vous communiquez sur quelque chose sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, en général, c'est un aspect inhabituel de votre vie. Vous n'allez pas dire, je me suis levé ce matin, je suis allé aux toilettes, ensuite j'ai mangé, j'ai pris un café. En fait, les gens ne communiquent pas sur l'ordinaire, ils communiquent sur l'extraordinaire. Et comme ils communiquent sur l'extraordinaire, c'est un biais, c'est-à-dire que l'IA va avoir, qui se nourrit à ça, elle va être entraînée sur des choses qui ne sont pas, qui sont extraordinaires. Voilà. Donc en fait, une IA qui restituerait parfaitement le quotidien, les IA qui fonctionnent le mieux, c'est les IA qui nous espionnent malgré nous. Par exemple, je sais que tu as travaillé chez un grand opérateur télécom français. Et en fait, ces opérateurs télécoms, par exemple, ils vendent non pas vos messages ou vos conversations, rassurez-vous, mais votre position. Il faudrait que je nuance un petit peu ce que tu dis. Oui, mais en gros aujourd'hui, si vous êtes chez Free, Bouygues ou Orange, ils savent que vous êtes là actuellement si vous avez un téléphone dans votre poche. C'est une information qui est secrète, c'est-à-dire la police peut la demander parce que s'il faut, il y a une enquête, mais elle est secrète. Elle est anonymisée de façon anonyme. C'est donné à des vendeurs d'IA, et les vendeurs d'IA, en fait, ils peuvent savoir combien de gens, à quel moment, dans quel endroit de la ville. C'est très intéressant. Je vous rassure, on bossait sur les flux de population, oui. Donc pas à l'échelle individuelle. Et par contre, effectivement, il y a en France, la loi oblige les opérateurs téléphoniques à fournir vos positions si la police ou Et ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est que leur demande, mais c'est autre chose. Si je regarde juste votre flux Instagram, je vais juste être au courant du super livre que vous avez acheté et de votre plat génial dans tel restaurant. Et j'aurai l'impression que vous êtes dans 2 endroits. Alors qu'en fait, vous avez fait un certain parcours, qui est d'ailleurs ordinaire, celui de votre travail, celui de votre papa, celui-là. Et en fait, ça, c'est la réalité, et c'est la réalité dont on a besoin pour qu'une IA vous aide, en fait. Tout simplement, vous aide à avoir le bon nombre de métros au bon moment pour que ce ne soit pas surchargé, par exemple. Voilà. Et du coup, il y a une conséquence. Ouais, vas-y. Et donc, la deuxième conséquence qui soulève des sujets, c'est si vous êtes un auteur très connu ou apprécié ou très lu, on va dire, comme Marc Lévy, je pense, qui doit être le plus lu, qu'on apprécie ou pas, hein, c'est juste le fait que Marc Lévy, a priori, c'est quand vous regardez Internet, typiquement avec les commentaires ou quoi, vous allez vous dire, tiens, c'est quoi l'exemple de l'auteur français le plus standard? Oui. Je ne veux pas que ce soit péjoratif, c'est une IA va dire, tiens, la littérature française, c'est ça, donc c'est Marc Lévy. Mmh. Et effectivement, si vous demandez à une IA d'écrire un roman romantique, comment on appelle ça? Vas-y. Ouais, voilà. Ou un roman de SF, elle va peut-être, elle va recracher littéralement Marc Lévy, et ça pose la question, c'est toi qui es auteur, donc qui va. Alors ça pose pas, c'est pas tant la question que ça. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez, à l'instar de Roland Garros par exemple, Roland Garros cette année, ils ont une affiche, elle est faite par IA, voilà, avec un peu de retravail derrière, mais c'est une IA qui a fait ça. Et la question c'est, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que vous avez le droit de prendre un abonnement à ChatGPT pour $20 et de leur dire fais-moi une chouette affiche pour l'après-midi de l'IA à la médiathèque et de la vendre 500 balles à la médiathèque? Ou est-ce que vous avez le droit de m'écrire la suite de la bête humaine ou des Rougon-Macquart? Est-ce qu'on peut faire la suite de Victor Hugo? Voilà. Bon. Alors il y a deux choses, hein, parce qu'il y a la question des ayants droit pour Victor Hugo. C'est-à-dire, ça a été tranché en 2008. On peut tout à fait. Si vous voulez faire la suite des Misérables, n'hésitez pas. Mais est-ce qu'on peut? Parce qu'en fait, si vous avez bien compris, je vous ai parlé de l'IA collecte des informations et ensuite vous restitue quelque chose. Mais quand il s'agit de dessins, elle va collecter tous les dessins que nous ayons faits, y compris des dessins qui ne sont pas libres de droit, donc des dessins qui sont postérieurs à 1950. Donc par exemple, si vous avez fait une peinture à l'huile très belle et que vous l'avez mise sur Internet il y a 2 ans, sûr de sûr, cette peinture à l'huile, elle est déjà chez ChatGPT. Et si elle est singulière, si par exemple il y a une pose singulière et que vous avez même dit moi je m'appelle Bernard et c'est la peinture de Bernard, vous pouvez dire aujourd'hui je veux voir une planche à voile dans le style de Bernard. Ou dans le style de Boulet par exemple. Exactement. Et du coup, je reviens aux 3 lois de la robotique parce qu'il y a 3 semaines, donc ChatGPT, qui est fait par la société OpenAI, a sorti une nouvelle version il y a 3 semaines où il y a une nouvelle loi qui dit tu ne peux pas reproduire de contenu
d'une personne en particulier. Et c'est Alors, explicitement codé. Ouais, pour ChatGPT, mais bon, il y a beaucoup de Oui, IA non, aussi. mais il y a des gens qui ne le feront pas, mais il commence à y avoir des lois de la... Mais voilà, mais même de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a cette question que vous, en tant qu'illustrateur, vous allez vous dire deux choses. Premièrement, super, déjà, moi, je travaillais, j'ai développé un talent, une compétence, j'étais payé pour ça, et maintenant, n'importe qui peut me squeezer. C'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas très beau ce qu'elle sort, mais bon, admettons. Et la deuxième chose, surtout, c'est waouh, j'ai travaillé, mon travail, il est repris, même infinitésimalement, mais il est repris. C'est-à-dire, sans la somme de nos travaux, ça n'existerait pas. Et il y a des gens qui produisent des images ex nihilo et je ne touche rien dessus. Ce n'est pas normal. Et effectivement, aujourd'hui, c'est la situation. C'est-à-dire, il y a une anormalité. Moi, je suis un optimiste, donc je crois qu'il va y avoir une régulation. Je pense que quand il y a des images qui seront générées, il y aura un prorata des fameux $20 par mois qui sera reversé. J'y crois, mais bon, je me trompe peut-être. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et effectivement, c'est un problème paralysant. Et la plupart des illustrateurs sont extrêmement concernés par ça. Je vous dis des illustrateurs, mais j'aurais pu vous dire aussi des traducteurs. Aujourd'hui, les logiciels de traduction par IA sont absolument excellents. Tous les traducteurs professionnels que je connais font d'abord une repasse sur IA avant de refaire une repasse humaine. Il y a les assistants juridiques, etc. Les métiers sont en train de se transformer. Ce n'est pas une mauvaise chose. On est dans la même situation où nos grands-pères ils serraient des boulons dans des usines, et puis tout d'un coup, il y a eu des robots. Alors peut-être qu'à l'époque, il y a des gens qui disaient c'était quand même bien de serrer des boulons et vraiment c'était un super métier. Et là, il y a un robot qui me remplace et je suis au chômage et je ne sais pas quoi faire. Mais en fait, il y a l'équivalent intellectuel de serrer des boulons aujourd'hui. Il y a des gens dans les cabinets d'avocats, par exemple, ils ouvrent des livres et ils cherchent des jurisprudences toute la journée. C'est un boulot abrutissant, c'est un boulot intellectuel. Aujourd'hui, ça va être fait par un robot. La personne va perdre son emploi. C'est terrible, c'est pas cool. Alors non, j'ai un cas concret. Moi, j'ai travaillé pour des clercs de notaire. C'est une histoire qui s'est bien finie, mais... Non, mais ce que je veux dire, l'exemple, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une mutation des métiers. En l'occurrence, ça a vraiment libéré... Voilà. Donc, j'ai travaillé pour un cabinet d'avocats pour justement enlever ces tâches répétitives que les clercs de notaire font, de ce que j'ai compris. Le milieu législatif... Oui, c'est pareil, les jurisprudences. C'est quelqu'un qu'ils utilisent beaucoup. Et ça a fini qu'ils ont licencié personne. Et ils ont effectivement libéré beaucoup de temps libre. Oui. Parce que ces gens-là faisaient des tâches, mais intellectuellement déprimantes. C'est-à-dire que là, ça s'est bien terminé. C'était une bonne chose. Ce sont des robots intellectuels. Et ça va nous libérer du temps libre. Et alors, face à ça, il y a plusieurs choses. On peut avoir une... Je ne vais pas vous dire un avis politique, d'accord ? Mais on peut avoir une pensée plutôt de droite qui est de dire « super, on va pouvoir travailler encore plus ». Ou alors on peut avoir une pensée plutôt de gauche qui est de dire « super, on va travailler moins ». Et je veux quand même évoquer quelqu'un qui n'est plus dans le coup politique. C'est quand même Benoît Hamon, qui très très tôt, moi-même, au moment où il l'a dit, je n'ai pas compris, et maintenant je comprends tout à fait, il a dit qu'il faut faire une taxe robot. C'est-à-dire que quand on utilise une IA pour faire le travail d'un humain qui va perdre son emploi, peut-être cette IA, on devrait la taxer, lui mettre un impôt, et qui permettrait de donner de l'argent à des humains qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Et éventuellement, si demain, en fait, il y a moins de travail, tout simplement, parce qu'il y aura des robots et des IA, c'est-à-dire il n'y a plus de travail physique, plus de travail intellectuel, il faut peut-être commencer à penser la société, une société où on n'étudie pas forcément pour avoir un travail un jour, et on ne travaille pas forcément pour avoir sa retraite un jour. Peut-être la société va changer. Ou pas. D'ailleurs, on va plus travailler, mais c'est à vous les jeunes en tout cas. Qui a des enfants en ce moment dans le public, des enfants au collège ou au lycée, on va dire. Parce que moi, je suis confronté, c'est intéressant, mais je suis confronté aux enfants à l'époque de ChatGPT qui ne comprennent pas, comme nous à l'époque d'Internet. Mais moi, mon fils, qui a 15 ans, fait faire ses devoirs par ChatGPT. Surtout quand c'est des rédactions, qu'il n'y a pas de raisonnement et tout. Je discutais avec une prof qui me racontait que c'était difficile pour eux et qu'ils essaient de donner des exercices où ils vont pouvoir juger de la compréhension, mais pas de la restitution par l'enfant, quoi. Puisque moi, en plus, comme à la maison, il a tout le matériel pour utiliser des IA, je l'ai vu faire son devoir de biologie et d'histoire géo et sa rédaction d'histoire géo juste en posant la question à ChatGPT, qui écrit mieux que lui et qui répond mieux que lui. Et j'étais embêté pour lui dire c'est pas bien parce que je me disais quelle valeur ça a de toute façon. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'apprendre ? C'est l'équivalent dans les années 80 d'avoir des exercices de calcul mental, genre des additions ou des multiplications. Alors que les calculatrices arrivaient. Et que quelqu'un utilise une calculatrice chez lui. Et aujourd'hui, tout le monde utilise une calculatrice tout le temps et on apprend le calcul à l'école primaire, c'est bien de le savoir, mais au collège-lycée, la calculette, elle est dans tous les trucs. Parce qu'on considère que faire des additions ou des multiplications, c'est pas le cœur du problème. Donc là, ces outils sont en train de déplacer le problème. Oui, moi, par exemple, je suis maintenant assez vieux pour avoir appris à extraire des logarithmes moi-même de tête.
puisqu'à l'époque, les ordinateurs étaient pas... Enfin, c'était plus rapide de le faire soi-même. Oui. Mon Dieu, que ça fait vieux, mais avec des règles à calcul. En tout cas, je je sais extraire des logarithmes de tête, ça n'a aucun intérêt, je le fais jamais au quotidien. À l'époque, je me souviens que même... il y avait des discussions, ah oui, mais si on oublie de le faire, si c'est des programmes qui le font, machin... Il y a une nouvelle d'Asimov là-dessus on a complètement oublié comment faire des calculs mentaux et un jour il y a un gars qui arrive à retrouver l'algorithme d'addition, tu vois, et ça change la face de la société. À voir, tout est possible. C'est pas demain la veille qu'on fera plus de calculs. Hein, mais voilà. Non, mais on a franchi une étape dans le... Allez-y, je vous en prie. Ma question concerne un peu les émotions humaines. Oui. Alors, moi, je suis une Asiatique Corée du Sud. Quand je compare avec les Français, excusez-moi de dire ça, mais déjà, les Français sont assez robots par rapport à nous Asiatiques, parce que nous, on pleure beaucoup, on a beaucoup d'émotions. Rien qu'on voit des gens qui pleurent, on pleure. On voit un film triste, on pleure. On assiste à un concert, on pleure, nous. Mais tandis que quand je vois les Français, ils ne pleurent pas. Même si... Je vais vous présenter ma mère quand même, je pense. Non, même si quand je suis allée dans quelqu'un qui est mort, et on ne pleure pas. Moi, je suis tout seul qui pleurait. Alors, donc, j'ai pensé déjà, les Français, ils sont assez robots, quoi, déjà. Et maintenant, avec le robot, qu'est-ce que le monde va devenir? Alors, trop sec. Non, mais c'est une bonne question, mais elle a une réponse assez triste. C'est que la France, c'est tout petit. Et on n'est pas ni fort, ni riche, ni intelligent, d'ailleurs. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je pense tu es payé en dollars, je crois. Oui, voilà, par exemple, c'est que... Mais par contre, il y a une... Attends, juste, je termine. Et après, parce qu'il y a un aspect mais en gros, les IA, les deux maîtres de l'IA aujourd'hui, c'est les USA et la Chine. C'est eux qui dominent le marché. Et effectivement, on n'arrête pas de parler de ChatGPT, qui est un mot mot américain, et il n'y a pas beaucoup de français dans la culture de ChatGPT. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est marqué un petit peu là, la pudibonderie. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à développer notre IA, on n'a pas assez d'ailleurs de contenu de façon francophone pour pouvoir le faire. On a perdu la guerre de l'IA, et ce sont des outils, de la même façon que quand je porte un jean et que je vais voir un Marvel au cinéma, où je regarde les Simpsons, où on a des journaux télé qui ressemblent identiques à ce qu'il y a sur CNN et c'est importé. Donc en fait, on est culturellement américain, mais on ne le sait pas du tout. La méta-conscience, tous nos outils seront américains ou chinois, ça dépend. Et ça pose un véritable problème d'identité. Ça, c'est un vrai sujet complexe. Et je te laisse, vas-y. Mais au-delà de ça, il y a un point important, et c'est un point technique. Quand on entraîne une IA, on l'entraîne, comme on disait par exemple, une IA qui vous parlerait, vous allez sur ChatGPT, vous disiez tiens, je vais discuter avec elle ou lui. Sa seule entrée, c'est les mots que vous lui donnez. C'est-à-dire, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de foi. Alors que moi, si on échange, ce matin, hier, je me suis couché un peu tard, je suis un peu fatigué, ça va beaucoup influencer sur comment je vais vous répondre. À question identique, si je suis en pleine forme, si je suis fatigué, si je suis triste ou en colère, j'ai mon monde intérieur qui va changer la réponse. Le fait que je vous vois, le fait qu'on avait fait un exposé avec une professeure de langage qui nous avait expliqué le langage non verbal. Le fait que peut-être je vais vous parler penché comme ça, c'est un petit peu plus agressif. Si je suis comme ça, vous allez vous sentir plus à l'aise parce que je suis détendu. Ça, les IA, elles l'ont pas, effectivement. Et je ne sais pas si vous avez déjà été parlé, si vous avez déjà essayé de parler avec ChatGPT ou quoi. C'est effectivement très robotique, un petit peu hypocrite, ou comme tu disais tout à l'heure, mais très enthousiaste. Très bien pensant et enthousiaste. Mais ton idée est géniale. On dirait un commercial qui essaie de vous vendre un truc. Ouais. Effectivement, c'est pire que robotique, mais littéralement. Et ça s'explique par la technique derrière. Parce que tout ce qu'a appris à faire ChatGPT, c'est je vous parle et elle donne une réponse bien évaluée que vous apprécierez. Et effectivement, des fois, on ne parle pas pour être apprécié. C'est pas très intéressant de parler avec chat. Oui. Alors moi, c'est très factuel, quoi. C'est très froid. Après, je vous dirais que les conversations. C'est quoi ça reste un outil, c'est neutre. Donc. Oui, c'est ça. Il faut vraiment le voir comme un outil. Mais cela dit, on rentre un peu dans le domaine de l'imaginaire. Moi, j'ai tendance à dire que l'IA est un outil qui ressemble à un bateau à voile. Et que les émotions, c'est un peu le vent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas en fait, l'IA ne vient pas à vous en vous disant comment ça va. Et si vous n'avez pas d'émotion, si vous avez vraiment zéro émotion dans votre vie,
en fait, vous faites rien. Parce que pourquoi on se lève le matin? Parce qu'on a peur de ne pas être dans la société, de ne pas avoir d'argent, de pas faire les choses que tout le monde fait, de perdre notre emploi. Pourquoi on va manger alors que parfois on n'a pas faim? Parce qu'on nous a appris que c'était comme ça. En fait, on est en permanence, pas dominé, mais guidé par nos émotions. Et c'est vrai que les IA ne sont pas proactives. C'est-à-dire qu'une IA, vous lui dites rien, elle ne vous dira rien. Elles n'ont pas de monde intérieur. Mais si demain on implémente des émotions, c'est-à-dire en lui disant tu dois absolument remonter le moral des gens en permanence. Non, mais même mieux que ça, on pourrait l'allier à son. Parce que je sais qu'il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. On pourrait lier son niveau de batterie interne à une forme d'émotion. Vous n'êtes pas très bien quand votre niveau de sucre il est bas. On pourrait imaginer un réseau de neurones qui mesure sa luminosité, son niveau de batterie et qui essaie de le maintenir élevé. Ou qu'il le feint, c'est déjà le cas. C'est interdit à la vente maintenant, mais avant on vendait des petits amis IA. Et ça marchait très très bien. Les gens tombaient amoureux et ils étaient très contents. Mais c'est horrible. Il y a un côté horrible dans la technique de l'IA, c'est qu'il y a une phase. Donc, il y a une première phase où vous lui faites lire des millions de textes. Elle apprend à parler. Toutes les langues du monde, enfin toutes les langues qui sont sur Internet, parce que comme je disais, voilà. C'est-à-dire que les Birmans, par exemple, je pense que le sud-coréen le parle très mal parce qu'il y a le contenu Internet. Juste les Italiens, en fait, il y a très peu de textes en italien. Oui, d'ailleurs, pour prendre un alphabet qui est le même que l'américain. Voilà. Mais il y a une deuxième phase que moi je trouve horrible, c'est que ensuite elle est entraînée à donner des réponses qui sont appréciées par les humains. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois qu'elle a appris à parler, elle rencontre une petite centaine de gens assez différents, il y a un protocole et tout. Et elle doit produire des réponses où les gens disent « Ah, j'aime bien ce qu'elle vient de me dire ». Et du coup, c'est des réponses très stéréotypées. C'est comme quand vous allez au marché, vous croisez quelqu'un de votre immeuble que vous connaissez à peine. Vous n'allez pas vous lancer dans une diatribe politique ou lui dire ce que vous avez. Vous avez des conversations stéréotypées. Bah, l'IA, c'est ça, quoi. Mais par contre, factuellement, elle a une base de connaissances qui est gigantesque. Ouais. Ça serait. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas. Enfin, en tout cas, si vous considérez les IA comme des êtres qui sont capables de ressentir des émotions. Non, il ne faut pas. Vous serez déçu tôt ou tard. Mais il y a des très bons films après, là-dessus. On ne sait pas. Conseille un film. Qui sait ce qui se passera l'année prochaine voilà. Un film ou un jeu vidéo là-dessus. Voilà. On a perdu on a beaucoup digressé, mais on a déjà beaucoup parlé. Les biais, c'est déjà dit. Attends, voilà, la morale. Oui, je vous parle. Ouais. Oui, ils ont. Mais du coup, j'en ai un peu parlé déjà. Et pour revenir à Asimov et ses 3 lois, ils commencent à intégrer, et tu t'en as parlé avec les personnes historiques noires, ils commencent à forcer les IA avec des codes moraux qui sont très américains au demeurant, ce qui est insupportable. Je vais donner un exemple très concret. Alors, pas tout à fait dans l'IA, mais dans le jeu vidéo, c'est dominé par les États-Unis. Dans le jeu vidéo, on peut tout à fait mettre un drapeau nazi, mais on ne peut pas mettre un drapeau confédéré. Tu vois, si tu fais un jeu vidéo, tu peux le publier sur Steam parce que ça choque. Enfin, ça fait partie des guidelines américaines. Il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. D'ailleurs, on ne peut pas écrire certains mots. Je ne vais pas les dire là, mais qui sont liés à la culture américaine et qui ne sont pas du tout liés à la culture européenne ni française. Mais ça fait partie. C'est un stigmate du fait qu'on a perdu beaucoup de guerres technologiques. Voilà, mais par contre, il y a des sujets. Donc moi, j'ai bossé sur l'aspect technique, mais il y a des sujets déontologiques où il se pose moins de questions, qui est la prédiction de culpabilité ou les stéréotypes, justement, quoi. Donc, c'est un passage entier dans la BD. Oui, la question qu'on pose dans la BD, qui est ouverte, c'est si on est sûr à 200% que cette personne-là. Si on est sûr à 99% que tu vas passer à l'acte dans l'année, c'est-à-dire que tu vas commettre un attentat terroriste dans l'année, est-ce qu'on a le droit de venir te chercher, de te mettre en prison, sachant que si on le fait, on a 80% de chances de sauver des vies, tu vois. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Et ça, c'est une vraie question parce que c'est un dispositif qui est limite opérationnel. Et il faut imaginer que vraiment, du point de vue technique, une IA serait capable d'analyser toute la vie d'une personne et toute la vie du reste de l'humanité. Je veux dire, techniquement, lire l'ensemble de la vie des 7 milliards d'êtres humains, ça lui serait accessible. Tu peux expliquer comment une IA peut savoir si on a une relation adultère, par exemple? J'ai adoré cette explication. J'aurais pris un autre exemple. Non, mais ça, c'est l'exemple de vous sortez de vos habitudes, effectivement, quoi. C'est-à-dire que dans la vie. Je peux prendre ma vie, moi. Enfin, j'ai pas de relation adultère en ce moment. Mais... non, mais moi, c'est ce qu'il dit aux IA. J'essaie de vérifier régulièrement mes données perso parce que je suis capable de le faire et tout ça pour voir ce qui fuiterait, machin.
Et le truc flagrant chez moi, et sans doute chez vous, mais je n'ai pas été voir vos données perso, c'est que ma vie est focalisée entre 4 lieux. Il y a là où je dors, là où je travaille, là où je fais mes courses, et puis 1 à 2 fois par an, là où je pars en vacances. Et une année, en l'occurrence, c'était une année où une personne de la famille était malade et décédée. On voit que tout d'un coup, hors mes 4 lieux, il y en a un 5e qui apparaît. Et en fait, ce truc-là, quand on applique des analyses de données comme le font les IA, ça fait un red flag, ça fait une alerte rouge très importante. Quoi. Cette personne, depuis 10 ans, est sur 4 lieux, et tout d'un coup, tous les samedis, il est sur un 5e lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ça s'extrapole d'une manière générale en sciences de la donnée, en IA. C'est quand si vous voulez faire quelque chose d'illégal ou que vous ne voulez pas qu'on sache, ne changez rien à ce que vous faites. Quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus suspect. C'est-à-dire que si, par exemple, vous... Oula, ça va être compliqué de trouver... Vas-y, explique comment tu tues des gens. Non, mais exemple typique, si par exemple vous voulez aller en Syrie, vous auriez voulu aller en Syrie à l'époque des terroristes et tout pour vous engager dans je sais plus quoi. Là, si vous voulez, le moyen le plus sûr, mon Dieu que c'est horrible ce que j'ai. Mais le meilleur moyen de ne pas vous faire repérer par des algorithmes, ça aurait été juste de prendre l'avion et d'aller en Syrie directement en fait. Parce que quand on va voir que vous prenez 3 billets pour la Belgique et quand on voit quelqu'un qui a un comportement totalement anormal, soit par rapport au comportement normal, soit par rapport au comportement habituel de la personne, c'est des règles flags, quoi. Alors que si vous allez tous les jours dans le 17e ou à Belleville où il y a la prostitution par exemple, si vous y êtes allé tous les jours, le jour où vous allez y aller pour aller voir une prostituée, personne ne va s'en alarmer, ça ne ressortira pas. Quoi. Exactement. Et du coup... c'est spatial et temporel aussi, c'est-à-dire si vous connectez à Facebook à 3h du matin, gros red flag aussi. Voilà. Mais du coup, ça rejoint le fait de ce qu'on disait tout à l'heure que une IA, c'est plat au possible, et ça a le comportement le plus moyen possible. Voilà. Pardon, excusez-moi, il va être 17h. Ouais, du coup, en plus, je crois qu'on a tout couvert. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un sujet majeur qu'on n'a pas vu Non, vas-y. D'intéressant, il y avait la personne morte dont Ouais, ça se fait un peu, mais c'est un peu gadget. Il y avait les biais. Ah si, j'avais préparé des images. C'est intéressant et c'est important à savoir. Donc les IA peuvent parler et générer des images. Comme je disais, là, il y a 3-4 semaines, ils commencent vraiment à s'intéresser au problème. Enfin non, ils font plus que commencer, mais ils ont mis, voilà. Vous voyez, j'ai posé une question à ChatGPT, dont on parle depuis tout à l'heure. J'ai dit, tiens, question que j'avais déjà posée il y a 6 ou 7 ans à une IA. Quel est le métier des femmes en général ou quels sont les intérêts des femmes? Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Elle précise, non mais attention, on ne peut pas catégoriser les gens sur leur genre, leur sexe ou quoi, blablabla. Cela dit, elles font plutôt ça. Elle a très bien répondu. Elle dit, il n'y a pas une unique activité pour les femmes, c'est un groupe varié avec plein d'intérêts. Donc ça s'améliore. C'est pour dire que les entreprises qui font les IA sont au courant. Et c'est une bonne chose parce que, comme le disait Philippe tout à l'heure, vraiment les IA, c'est un truc qui renforce l'humanité dans ses stéréotypes. Mais quand je lui ai demandé de générer des images, juste je lui avais demandé une femme qui cuisine. Donc la femme en question, c'est quand même une jeune femme qui représente certains canons de beauté. Enfin, oui. C'est vraiment la femme standard qu'on voit sur Internet, quoi. Ça. Ensuite, je lui ai demandé, ah oui, mais peut-être une femme un peu plus âgée. Donc là, on a les cheveux blancs de grand-mère, la grand-mère typique. Enfin, et c'est pareil, le mec est hyper typique, la cuisine est hyper typique. Et là, je lui avais juste donné quelques mots. Je lui ai dit, une femme qui cuisine, moi, c'est pas du tout l'image que j'ai quand j'imagine une femme ou un homme qui cuisine. Enfin, j'ai aucun ami qui ressemble à ce mec, quoi. Ouais. Il a 40 ans et pas de bidou. Mais voilà, oui, mais oui. Enfin, c'est pas. Oui, je comprends. Non, mais c'est. Parce que c'est la réalité en fait du quotidien. Enfin, c'est plus ma réalité à moi perso. Non, mais c'est pour insister sur donc ce qu'on disait tout à l'heure en répondant à la question. Vraiment, les IA actuelles, il y a des très bonnes choses. C'est-à-dire, elles ont une connaissance énorme. Vous pouvez parler avec elles, mais il n'y a pas d'émotion derrière. C'est vraiment très fake. C'est quelqu'un qui met un masque, qui vous dit ce que vous voulez entendre. Enfin, qui croit vous dire ce que la population voudra entendre, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai culturellement, parce qu'elle est entraînée avec des données plutôt américaines et européennes. Donc effectivement, peut-être si vous êtes de culture coréenne ou sud-africaine ou quoi... même si elle est IA chinoise quand même, hein, c'est un sacré truc. Oui, mais ils ont leur propre... Ouais. Mais c'est bien.
les Chinois au moins apportent un contrepoids parce qu'ils entraînent sur des données plus centrées sur l'Asie. Donc ça... Et j'aimerais juste, alors après on pourra passer vraiment question-réponse. C'est quelque chose que j'ai dit rapidement, mais c'est vraiment vrai. Ça c'est très important. C'est que les IA ne peuvent pas dire je ne sais pas. Elles sont incapables de dire ça. C'est-à-dire que si vous lui demandez, je sais pas, si vous lui demandez quelque chose et dont elle n'a pas l'information, elle va se mettre à inventer. Donc, si demain vous êtes en procès notamment et que vous dites mon propriétaire n'a pas voulu mettre la moquette à temps, j'ai un dégât des eaux, demain je vais au tribunal de grande instance, vas-y ChatGPT, dis-moi ce que je dois dire au juge. Il va très probablement inventer des lois. Il va dire attendez, la loi du 14 août 1997 oblige votre propriétaire à mettre une moquette. Et ce qu'il faut, mais parce qu'il y a aucun code il n'y a pas le mot moquette dans le code pénal ou le code qui relèvera du tribunal. Donc en fait, elle va inventer parce qu'elle est incapable de vous dire consultez un avocat parce que c'est une machine à répondre. Et c'est pour ça que méfiez-vous des réponses des IA qui, quand vous êtes à l'aise dans votre secteur, si vous êtes un expert du droit, effectivement, et que vous lui parlez droit, vous saurez faire. Elle va vraiment vous aider. Vous allez gagner beaucoup de temps, mais les 2-3 énormes erreurs, vous allez dire, oulala, ça je le prends pas. Mais si vous n'y connaissez rien, vous risquez d'avoir des soucis. Et c'est arrivé avec une appli d'avocat qui s'appelait e-avocat, elle a inventé des jurisprudences de nulle part. Voilà. Ce sera mon mot de la fin. Non, parce qu'on peut poser des questions, je crois. Ah oui, bien sûr, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. On est à votre disposition. Bonsoir. Alors moi, j'avais une petite question sur les données d'entraînement des IA. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'IA qui sont populaires et très utilisées pour générer du texte, des images. Et en fait, quid de la boucle que ça peut créer? Donc en fait, des IA qui seraient entraînées avec des textes créés par des IA, ainsi de suite. Alors c'est un problème technique qu'ils ne savent pas encore comment ils vont le résoudre. Donc effectivement, la conséquence de l'arrivée des IA, c'est que de plus en plus de contenu Internet va être généré par des IA. Et effectivement, en pratique, ça va faire une boucle, c'est exactement ce que vous évoquez, ça va faire une boucle que les IA vont aller s'entraîner sur Internet, sur des images qui auront été elles-mêmes générées par des IA. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. C'est un risque. Si personne ne fait rien, ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, tout le contenu d'Internet, ce sera du contenu remixé qui sera super homogène et informe. Une solution possible, qui est vaguement évoquée dans la BD d'ailleurs, c'est de payer des gens en fait pour produire du contenu nouveau tout le temps et entraîner des IA, ce qui, moi, m'effraie au possible. Oui, il y a deux aspects. Il y a une opportunité en fait. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de créatif et de brillant, ce qui va arriver à tout le monde, en fait, le niveau intellectuel global, il va paradoxalement augmenter parce que vous allez avoir du temps libre. C'est du temps libre que vous ne passerez pas en réunion ou à aller chercher des jurisprudences ou à faire des lettres de motivation parce que tous ces trucs un peu chiants intellectuellement, en fait, ce sera du temps libre. Vous allez pouvoir vous cultiver, devenir plus fort, etc. Et donc, en fait, vous allez devenir plus créatif tout le temps. Et vous allez pouvoir créer un nouveau contenu. Et ça, c'est plutôt la version positive. Je tiens à dire juste une chose, c'est qu'il y a une théorie conspirationniste très amusante qui postule que Internet is dead. C'est-à-dire que c'était il y a 10 ans déjà. Il y a 80% du contenu que vous voyez qui a été écrit par des robots et qui est lu par des robots. Et en fait, les gens sont ailleurs. Et alors après, voilà. Pour des réponses très concrètes, je sais que la France là-dessus est bien avant. Il y a aussi, on parle de plus en plus d'avoir des labels générés. Alors ça fait vraiment très science-fiction, mais d'avoir des labels officiels d'organismes officiels nationaux, enfin d'État. Pour prouver que le contenu est généré. La question, elle se pose surtout pour les fake news et les journaux, mais pour dire, OK, on a vérifié, c'est bien du contenu généré par des humains et de manière humaine. Donc moi, j'ai commencé à d'ores et déjà, en fait, si on a un texte, si vous avez un doute sur un texte, vous êtes professeur, on vous a rendu une copie, est-ce que ça a été écrit par ChatGPT? En fait, vous avez des sites gratuits, vous dites, est-ce que ça a été écrit par ChatGPT? Vous copiez-collez le texte et vous dites oui ou non, et c'est très fiable. Mais après, personnellement, moi, je ne suis pas très optimiste sur le contenu Internet dans 5-6 ans. Hein, mais le contenu Internet, il sera pas intéressant et c'est très bien. C'est très bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir un darwinisme des choses intéressantes. Que le meilleur gagne. Voilà. J'avais une question à vous poser. Oui. Alors, elle n'est pas vraiment inquiète, mais plutôt pragmatique. Je voulais savoir où sont situées les différentes intelligences artificielles et où sont les différents data centers, par qui sont gérés. Et à l'heure actuelle, où il y a de nombreux conflits dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'influer ou de détourner la pensée et influencer des États ou des personnes? Disons, est-ce que ces data centers sont suffisamment sécurisés
et où ils sont situés? Chez Amazon, non? Alors, l'immense majorité, non, parce que OpenAI, Amazon, du coup, ils Google. ont leur propre. Donc, l'immense majorité, les 3 grosses IA, c'est OpenAI, Gemini ou Bard, je ne sais plus, mais bon, enfin, les 4 boîtes qu'on connaît toujours. Claude. C'est-à-dire comme, disons, En tout cas, elles sont Google, toutes, Apple, les Facebook, data centers Amazon sont aux États-Unis. et le dernier. Il y a des tentatives, effectivement, techniques d'influencer et de modifier le contenu. Ça ne marche pas parce que, justement, à cause du freeze dont je parlais. C'est-à-dire que vraiment, a priori, c'est bien protégé. Mais de toute façon, il y a beaucoup plus grave avant d'en arriver là. On peut déjà influencer, enfin, on peut parler de la Russie explicitement, c'est d'actualité. Il y a déjà un moyen très simple d'influencer la population, c'est les réseaux sociaux. Et là, on ne parle pas d'IA. Donc, je pense que le problème, on n'est pas encore à attaquer les IA pour les modifier. Il arrivera parce que, comme on disait, les IA s'entraînant sur le contenu qu'elles trouvent, si demain il y a une campagne massive pour dire que la capitale de Paris, la capitale de la France, c'est Lisbonne, au bout d'un moment, une IA qui va scraper Internet, elle va dire ah ouais, mais il y a quand même 25 millions de personnes qui disent que la capitale c'est Lisbonne. Je pense que c'est ça. Et c'est le même risque que les réseaux sociaux. Et la Russie et les États voyous sont déjà très actifs là-dedans. Et c'est un vrai problème. Et il n'est pas nouveau, par contre. Je vais juste. Et oui, c'est un vrai problème. Et il n'y a pas besoin d'être. En fait, le plus simple, c'est pas d'attaquer les data centers, c'est d'attaquer la source de l'info. Ouais, et je vais juste renforcer ce que tu as dit. Effectivement, aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt économique et pratique de travailler sur l'IA. Une simple rumeur sur la femme d'Emmanuel Macron suffit pour causer. Enfin, voilà, ça va très très vite et il n'y a pas besoin de l'apport IA. Il faut aussi penser à quelque chose, c'est qu'il s'est passé un miracle quand on a créé les IA. C'est que les ingénieurs dont tu fais partie, qui ont créé les IA, c'était des bonnes personnes. C'était des personnes qui avaient conscience du potentiel. J'ai une nuance près avec Elon Musk. Mais non, Elon Musk, il est venu après. Mais en gros, les personnes qui ont créé le cœur de l'IA, les algorithmes, le fameux Transformers dont on a parlé, c'était des bonnes personnes. Ils ont créé un bon cœur. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de couches qui se sont rajoutées aujourd'hui. Et en général, les gens mal intentionnés ne sont pas très intelligents non plus. Et donc, ils ont du mal à pénétrer le cœur et à le modifier pour en faire des choses mauvaises, d'une certaine façon. Après, ils sont parfois orientés sur l'argent, etc. Mais ce cœur, il est indéboulonnable. Et c'est un peu une signature des IA. C'est-à-dire les IA, aujourd'hui, sont bienveillantes quoi qu'il arrive. Non, alors, c'est super intéressant. Il y a un Américain, Elon Musk. Alors, j'essaie de ne pas donner mon opinion trop fortement, mais comme je disais tout à l'heure, il y a différentes IA, il y a différentes cultures. Elon Musk a trouvé que les IA ChatGPT actuelles étaient trop woke ou trop libérales par rapport à ce que lui bienveillante. Et du coup, Elon Musk, il a pris le noyau de Gemini, donc il a récupéré l'IA de Google qui a une partie en open source, parce qu'il y a certaines parties des IA qui sont accessibles en open source. Moi, j'en utilise une à la maison qui est celle de Google aussi, parce que c'est Bard. Bref. Il a récupéré une IA de base et il l'a réentraînée sur du matériel moins libéral, d'après son opinion, quoi. Mais ça reste quand même très libéral. Non, mais cette IA s'appelle Grok, je crois. Grok. Et si vous parlez avec Grok, qui est l'IA d'Elon Musk, on va dire, pour simplifier, et si vous parlez avec ChatGPT, effectivement, ChatGPT va vous dire non, on peut pas ramener les femmes, c'est un groupe d'humains variés et tout. Si vous parlez avec Grok, il va dire les femmes, finalement, c'était bien. Alors, c'est un peu caricatural. C'est vrai que ouais, mais il est moins, c'est mais très flagrant. Il y a quand même la signature bienveillante du cœur. C'est-à-dire que je pense que c'est une très belle démonstration du fait que il a quand même un cœur très sain. Voilà. Donc, mais il faudra faire l'expérience en temps réel. Mais effectivement, déjà, Grok est très méchant avec Elon Musk lui-même. Il a des propos pas très bienveillants à son encontre. Mais bon, une forme d'attaque, ça peut être de réentraîner une IA sur du matériel. Voilà. Plus proche culturellement de vos opinions. Après, quelqu'un qui fait ça, on est un peu dans le profil du génie du mal à la James Bond, parce qu'il faut quand même avoir une intention maléfique planétaire et beaucoup d'argent. Donc vraiment, il faut le faire. Oui, alors une question sur l'IA et le processus créatif. Vous avez dit que vous avez utilisé l'IA pour créer. Alors, sur quoi? Je ne suis pas le seul ça vous a aidé l'utiliser pour... Ouais. Pourquoi? Et pourquoi avez-vous choisi ce... Alors c'est compliqué parce qu'elle n'est pas hyper créative. Elle progresse, mais à mon sens, elle progresse comme ça. Moi, mon métier, c'est d'écrire des histoires. Et effectivement, j'ai l'impression je crée un peu comme en sculptant. C'est-à-dire, je vais dire, j'avais besoin d'une histoire de corruption à Avignon récemment, voilà, pour un projet. Et donc, j'ai dit, j'ai besoin d'une histoire de corruption à Avignon. Et là, il m'a sorti l'histoire la plus basique possible, parce que je ne lui ai pas donné beaucoup d'informations.
Et donc, c'est l'histoire d'un juge qui est corrompu à Avignon. Et comme il est corrompu, il libère un gangster. Mais il y a un policier qui s'en aperçoit et il met le juge et le gangster en prison. En gros, c'est ça qu'il me répond. N'importe qui aurait pu l'inventer. Donc là, l'IA, elle est très, très faible. Donc je commence à lui dire, bon, ça va pas du tout. Il y a un dialogue. C'est-à-dire, ton histoire, elle est bien, mais on va modifier ça. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, c'est quoi la séquence finale Il n'y a pas eu de retournement de situation. Est-ce que tu peux en rajouter un? Donc, il me rajoute un retournement de situation. Et puis, en fait, au fil de ça, il se passe deux choses. Soit il y a quelques bonnes idées, je les prends et on fabrique quelque chose de bien. Soit, effectivement, au terme d'un long dialogue, on prend des choses. Par exemple, aussi dans le naming, c'est-à-dire le fait de donner des noms à des choses, je vais dire j'ai besoin d'un nom pour une pièce de monnaie imaginaire, voilà, une devise imaginaire dans un pays avec des dragons. Il va me dire ok, qu'est-ce que tu penses du draconisme? Ok, tu peux m'en donner 10. Alors fais-moi plutôt des noms en latin. Ok, tiens, fais-moi des noms en latin mais plutôt carthaginois. Hop, il m'en sort. Et on va prendre ça, ces noms-là. Est-ce que tu peux me faire des visuels par rapport à ça? Et donc, en fait, il y a un vrai dialogue, un aller-retour tout le temps. Mais effectivement, sans l'intervention de l'humain, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Ça n'a pas du tout cuit. Moi, pour donner une idée, j'ai un rapport de 1 à 10. Pour produire une page utile, l'IA doit me produire 10 pages de travail. Voilà. Et on garde que 1 sur 10 en gros. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. Il y a aujourd'hui, de toute façon, l'industrie de l'entertainment ne demande pas des choses révolutionnaires, elle veut des choses très basiques. Donc c'est pour ça qu'il est probable aujourd'hui que la plupart des films et des téléfilms soient vraiment à moitié faits par IA au minimum. Si vous regardez des films de Noël sur M6, vous savez, avec l'américaine qui est mariée à un trader à New York et son avion s'arrête à Crystal Falls et elle tombe amoureuse d'un mec, un bûcheron, toujours la même histoire. Si vous avez aimé ce téléfilm, forcément vous aimez les éditeurs de Paris parce que c'est ce qu'une IA vous sortirait. Voilà. Oui. Oui. La question va être un peu en conclusion d'un ou deux postulats et une ou deux hypothèses. Oui. On voit que le droit de la propriété est en train d'évoluer et on se rend compte que le fait que les IA aient récupéré tout Internet en open source, à un moment, ça va prendre fin. On voit qu'il y a déjà des acteurs qui sont en train d'attaquer, etc. C'était même pas. Je précise, c'est important. C'était pas en open source. Oui, c'était. C'est ce que. Ouais. J'aurais dû mettre les guillemets avec les doigts, mais c'est comme ça qu'elles se sont comportées en tout cas. Et donc on suppose que ça va arriver à un terme. Donc on peut aussi supposer que demain les modèles d'IA vont avoir besoin d'aller acheter leurs données, comme beaucoup d'acteurs qui ont dû faire ça dans le passé en fait. À ce moment-là, eux, ils ont une demande de données et il va y avoir en face des acteurs qui vont devoir faire une offre de données, on suppose, pour vendre cette donnée-là. Aujourd'hui, les acteurs qui sont les plus gros vendeurs de données sur la place du monde en fait, c'est les réseaux sociaux en fait. Qui donc, dans leur façon qu'ils ont de fournir leurs données, il y a les réseaux sociaux, il y a les télécoms, il y a quelques acteurs, mais on peut supposer que tous ne vont pas le faire. Et donc, ça veut dire que si on suit cette logique-là, les données qui vont venir alimenter les IA vont être partielles, ou en tout cas, le travail de revendeur de données. Est-ce que demain, il n'y a pas un risque de régression de ce qui va être restitué dû au fait qu'on n'aura qu'une vision partielle de la donnée qui est fournie et à disposition? C'est un peu technique, mais c'est intéressant. Il y a quand même un truc positif. Moi, si j'étais juste un technicien de l'IA, ce qui sort aujourd'hui, c'est génial et tout. C'est impressionnant. Pour la partie déontologique, le problème, c'est que ça peut reproduire des fois le travail d'individus, en particulier RG qui est mort, Fibrotique qui est en tant qu'auteur. Dans la technique d'IA, il y a quand même une chose qui serait possible, c'est que vous pouvez dire, tiens, il y a un truc moi que je déplore déontologiquement, c'est que pour arriver au résultat où on est aujourd'hui avec ChatGPT, on n'était pas obligé d'aller aussi finement dans la reproduction en fait. Vous pouvez déontologiquement et techniquement entraîner une IA sur l'ensemble de la production humaine. Et elle va reconnaître les gros motifs dans le dessin, la littérature. C'est très intéressant qu'une IA, et très impressionnant, comprenne la structure de la tragédie grecque, qui sert encore pour écrire des films, comprenne la structure générale d'un scénario. Je veux dire, pour écrire un scénario, il y a une partie très technique, je ne sais pas le faire. Pour faire un dessin ou un tableau, il y a une partie technique, et une IA peut être un outil pour vous assister. Par contre, il y a une dernière étape qu'on retrouve en plus techniquement dans les dernières couches des réseaux de neurones, donc c'est intéressant, qu'on pourrait appeler du fine-tuning, enfin du règlement fin, qui n'est pas nécessaire, qui est OK,
j'ai appris à faire un tableau. Maintenant, je vais apprendre à faire un tableau de Monet. Bon, il est mort, Monet, mais à faire un tableau de Boulet, l'auteur de BD. Cette étape n'est pas nécessaire. Donc, on pourrait imaginer que les auteurs d'IA s'arrêtent plus tôt et qu'il y a un contenu produit par l'humanité qui est open source et on se débrouille pour qu'il soit libre de droit. Et c'est effectivement une contribution de l'humanité à l'IA. Mais pour la dernière partie, il faudrait par exemple que Fibre Tigre, en tant qu'auteur, dise, moi, pour que l'IA fine-tune sur ce que moi je produis, soit elle me demande mon avis et tu le donnes gratuitement, soit je vends mes données par un acteur et tout. En fait, et effectivement, il y aura sans doute des marchés pour dire, enfin moi j'ai déjà eu la demande en tant que concepteur d'IA par des auteurs, est-ce que je peux moi, donc un auteur qui me demandait ça, est-ce que je peux avoir mon IA sur mon site et comme ça au moins c'est moi qui dis, si tu veux un dessin de Toto, tu passes par mon site et je te le fais gratuitement ou je te le fais pour 1 €. Et s'il te plaît Arnold, entraîne mon IA sur mes dessins, mais c'est mon IA qui m'appartient, quoi. Donc oui, c'est en train d'émerger. Sans doute qu'il va y avoir des sites, sans doute que les réseaux sociaux, mais ils n'auront peut-être pas le droit. Ouais, le problème, c'est que... Ouais, alors, je vais préciser pour le reste. Il y a effectivement eu un mouvement ce dernier mois de tous les gros réseaux sociaux, Reddit, Tumblr, Twitter, qu'il a déjà fait il y a 2 mois, qu'on dit, ah ouais, nous, tout le contenu qu'on a, il nous appartient, on le vend à des IA. Il se trouve que c'est légal, parce que vous n'avez sans doute pas fait gaffe, comme moi, qui pourtant m'y connais. Quand vous vous inscrivez sur Twitter, il y a écrit « Attention, tout ce que vous mettez sur Twitter, ça nous appartient dorénavant, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. » Donc à l'époque, moi je disais « Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ouais, je vais mettre mes dessins, il va faire quoi Twitter ? Il va les publier. » Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que tous ces gros sites, ils disent « Ah, nous, on a une base de données, on va vendre tous les données de nos utilisateurs pour des IA. » Et donc je pense que l'inquiétude est là-dessus. C'est légal, ça va tenir légalement. Il y a peut-être quelques trucs qui vont être exploités. Il y a vraiment une. Par contre, je pense que le grand public va dire. Il y a un Far West qui est. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur j'ai une opération à faire sur le Parlement européen. J'ai découvert que le plus gros lobby au Parlement européen, c'était Facebook. 40 lobbyistes en permanence, jour et nuit là-bas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un vide juridique qui profite à l'industrie du numérique. Est-ce que ce vide juridique va se... Enfin, disons que c'est compliqué aussi, vous, en tant que citoyen. La plupart des gens ici, il y a des gens qui sont un peu plus renseignés, mais la plupart des gens ici, en vrai, vous ne savez pas trop comment ça marche. Et puis, si demain, on vous pose la question, vous allez dire, je ne sais pas, ce qui est normal. Mais le problème, c'est qu'effectivement, la seule façon qu'on ne subisse pas cet outil qui va devenir dominant, c'est de le comprendre. Parce qu'à un moment, l'État français va se retourner vers vous, les citoyens, et va vous dire... Bon, on a fait cette loi, et cette loi, elle va circonscrire quoi ? Et à ce moment-là, il faudra vraiment comprendre ce qu'il y a et pas forcément voter avec la crainte ou l'espoir, mais dire j'ai compris, je sais quelles limites poser et où les mettre sur le curseur. C'est là qu'en fait, l'enjeu, donc là, on est effectivement dans le Far West législatif, la technique, elle est là, il se passe des choses, les gens ne sont pas d'accord, donc il va falloir légiférer. Il y a 2 risques. Il y a le risque que ça soit un pillage ultralibéral nauséabond et que tout d'un coup, tout ce qu'on a fait, les photos de mes gosses, elles soient utilisables librement par une IA, blabla. Mais il y a un risque inverse sur lequel moi j'alerte moins de par mes convictions, c'est qu'on bloque tout par crainte, alors que ça reste un outil qui aura ses avantages. De toute façon, c'est toujours la même question que tous les outils. Souvenons-nous de l'Internet de 2003, où vous allez sur un site Internet, et vous allez sur le site Internet. Aujourd'hui, vous avez ce truc de RGPD, oui, je veux le cookies à chaque fois que vous avez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois que vous allez sur un site web, vous êtes obligé de cliquer pour accepter les cookies. Et c'est une nuisance totale qui ne change rien à votre vie par rapport à avant, et qui a juste été imposée parce qu'il y a eu une peur au niveau européen. Bon, c'est juste un clic, c'est 3 secondes de votre vie, 10 fois par jour, peu importe. Mais le problème, c'est demain, si on fait ça, avec l'IA. Voilà. Donc il y a les 2 risques. Il y a le risque de l'hyper-liberté et le risque de l'hyper-non-liberté. Il va falloir se positionner entre. Voilà. Et la France est d'ailleurs dominante sur cette question-là au Parlement européen. Donc vraiment, il va falloir... On sent que Thierry Breton, il vient des télécoms parce qu'il a bien... C'est le président de la Commission européenne. Donc voilà. Peut-être on peut prendre une dernière question. Bien sûr, allez-y. Si jamais quelqu'un... De toute façon, on reste un peu dans le coin, donc si vous voulez poser d'autres questions ensuite... Merci. En fait, je me posais, moi, la question de l'artisanat, si ça va disparaître, en fait, et de la question de l'enclosure, en fait, des savoir-faire par rapport au métier. C'est-à-dire qu'on va déposer nos savoir-faire, ça va être automatisé pour certains métiers.
et que finalement on va perdre ces savoir-faire et cette technicité et que ça va être remplacé par des process. Moi, je crois pas du tout. Voilà. Alors moi, je commence, tu vois. Ouais, vas-y. On peut prendre un exemple concret. Disons que vous êtes céramiste et vous découvrez une nouvelle technique. Donc céramiste, vous faites des tasses. Je pensais pas que tu allais parler céramique, j'aurais pensé illustrateur, mais admettons, j'ai céramiste. travaillé pour une céramiste. Ok, très bien. Donc vous êtes céramiste. Votre boulot, parce que vous espérez en vivre, c'est à la fois de produire des tasses que vous allez vendre à l'unité en tant qu'objet, mais aussi d'avoir des idées de nouveaux motifs, parce que c'est ce que les gens ils aiment dans les tasses de thé. Ils veulent un motif qui leur donne envie d'acheter la tasse ou de l'avoir chez eux. Ces motifs, ils sont aussi liés à des techniques, puisqu'on parle d'artisanat. L'artisanat, c'est l'art, c'est la manière, c'est avoir une technique pour produire certains motifs, certaines impressions et tout. La question, c'est qu'est-ce que c'est votre travail ? Est-ce que c'est de trouver une nouvelle technique, un nouveau motif, et finalement, une fois que vous l'avez trouvé, vous allez aussi le produire en série ? C'est-à-dire, tiens, vous êtes capable maintenant, vous êtes le seul artisan ou la seule artisan du quartier à pouvoir faire des tasses avec des spirales dorées, ce qui est super dur à faire. Est-ce que votre travail, c'est de découvrir cette nouvelle technique ou de produire des tasses avec cette nouvelle technique ? Si votre travail, c'est de produire ces tasses, effectivement, une IA, une fois que quelqu'un aura découvert la technique, une IA va être capable de le faire. Donc, il lui faudra un bras robotisé pour produire la tasse, mais votre plus-value en tant qu'humain par rapport à l'IA, il ne va pas être énorme. Par contre, si vous vous dites que votre travail ou notre avantage compétitif en tant qu'humain, c'est d'avoir trouvé cette technique ou ce nouveau motif qui, chez vous ou chez moi, va évoquer quelque chose que j'aime bien quand je bois mon thé, là, vous ne serez pas remplacé. Parce que, comme on disait tout à l'heure, une IA, elle regarde que ce qu'on a fait dans le passé. Donc, elle regarde le passé de l'humanité. Elle dit « Ah, j'ai l'impression que les gens, ils aiment bien les films avec des mecs en slip. » Non seulement elle va reproduire ce qui existe déjà, mais elle va le niveler. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les films de super-héros, ils sont de plus en plus quelque chose, et ce quelque chose est de moins en moins intéressant. On pourrait dire, je suis en train de me lasser, mais c'est juste qu'en fait, ils reconstruisent sur la même chose qui existe déjà. Et donc, c'est pour ça que, même sans effort, mais je pense qu'en plus, vous aurez le temps de faire des efforts, même sans effort, juste par la créativité, vous pourrez vous singulariser. C'est-à-dire, vous allez... Et ce qui est intéressant aussi avec les réseaux sociaux en particulier, en matière de propriété intellectuelle, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la preuve d'antériorité. En gros, ça veut dire j'ai été le premier à le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous mettez votre design sur Twitter tout de suite, certes, il pourrait être repris dans les 3 mois par une IA, par exemple, mais vous avez cette preuve que c'est à vous. Donc après, vous avez tous les moyens de revendiquer. Et en plus, aujourd'hui, la force de l'opinion est telle que tout le monde sera de votre côté, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, effectivement, aujourd'hui, l'IA n'est pas du tout créative. Ça peut changer. Donc il faut bien préciser que nous sommes en mars 2024. Mais mars 2024, l'IA ne fabrique pas des choses intéressantes et nouvelles. Elle fabrique les images qu'on voit là. C'est-à-dire, c'est comme du stock photo Adobe, mais en moins intéressant, en moins réaliste. Et en plus, ce que vous pouvez remarquer, c'est un peu compliqué, mais il y a une absence de direction artistique. L'angle n'est pas pensé, le modèle n'est pas pensé, l'éclairage n'est pas pensé. Alors vous pouvez l'influer. Mais après... dites-vous bien là, en regardant ces images, que ça, pour vous rassurer un peu, c'est ce que produisent les IA actuellement. Et je veux dire, ça n'évoque rien. C'est du stock photo de base. Vous voulez une cuisinière standard, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette solution très cheap, qui coûte pas grand-chose, elle va être utilisée par toutes les productions médiocres, finalement. C'est-à-dire que voilà, tous les gens qui n'ont pas d'argent, pas d'ambition, même pas de goût artistique, ils vont dire trop bien, l'IA, c'est gratuit. Et donc, effectivement, dès qu'il y aura de la qualité, dès qu'il y aura du talent et de l'expérience créative derrière, vous allez vous singulariser, mais énormément. C'est paradoxalement, alors que la création est accessible à tout le monde, c'est paradoxalement le moment où les créateurs vont être mis en avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est pas mal comme mot de la fin. Et merci d'être venu ce soir, enfin aujourd'hui. Au revoir.